Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre du troisième webinaire organisé à l'échelle de l'École supérieure de technologie de Meknès dans le cadre du laboratoire de recherche en économie, gestion et société, et ce pour traiter toutes les retombées économiques, sociales et culturelles de la crise pandémique de coronavirus. Certainement, on a vu dans le cadre de la première journée tout ce qui concerne les effets de la crise sur un certain ensemble de domaines spécifiques tels que la stratégie d'industrie, l'industrie, les finances publiques, l'offre et la demande, l'environnement et d'autres. On a certainement vu dans ce cadre-là des interventions qui appartiennent à différents chercheurs qui opèrent dans différents champs disciplinaires, à la fois marocains et étrangers, et on a croisé les expériences pour avoir une idée sur ce qui se passe ailleurs et pour le confronter au cas marocain. Le deuxième axe qu'on a vu hier, un axe qui a focalisé cette relation, cette interaction entre la communication, la gouvernance et la santé. Alors aujourd'hui, un cas tellement pointu, précis, qui nous intéresse tous, c'est le cas du Maroc. Donc, qu'en est-il des retombées positives, négatives de la crise pour le cas marocain? Mais certainement aussi, quelle appréciation critique peut-on donner à la gestion de la crise chez nous? Alors, pour cette raison-là, on a invité des spécialistes, des chercheurs en matière d'économie, de gestion et de la finance pour qu'on ait une idée sur ce qui se passe chez nous et afin certainement d'établir cette maquette de recommandations vers la fin à travers la présentation d'un bilan, disons, d'appréciation dans ce sens. Alors, je commencerai, on a le programme aujourd'hui à travers quatre interventions et on commencera par la première, celle de Madame Latifa Benazzi, qui est professeure d'économie et de gestion à l'École supérieure de technologie de Meknès. Et l'intitulé de son intervention, c'est la politique de soutien de l'entreprise au Maroc au cours de la période de la crise pandémique. Donc, Madame Benazzi, elle est là avec nous, voilà. Donc, on vous cède la parole. Et Madame Maa, professeure d'économie de gestion à l'École supérieure de technologie de Meknès, et qui a certainement beaucoup de centres d'intérêt, loin de l'économie, c'est le côté de la finance, le côté du contrôle de gestion, nous a présenté son intervention au sujet des retombées économiques, les retombées sur l'économie marocaine au cours de la période de la crise, mais surtout ce volet qui concerne l'entreprise. Alors, généralement, l'entreprise de textile, qui reste largement une entreprise orientée vers l'export. Donc, d'où la nécessité de la soutenir. Dans le cadre de cette crise, on a adopté une série de mesures, allant des mesures fiscales à travers le report de l'échéance de déclaration de dépôt pour les entreprises qui présentent un certain chiffre d'affaires bien déterminé, aussi la réduction du taux d'intérêt donc directeur de Banque El Maghreb au profit de l'entreprise toujours, notamment la TPE et la PME, et de même à travers la mise en place des lignes de crédit supplémentaires pour un petit peu financer le fonctionnement des entreprises en difficulté et dans le cadre de ce qu'on appelle le produit d'Aman Oxygène et d'autres mécanismes de renforcement, c'est vrai. Alors la question qui se pose, est-ce qu'à travers juste ces mesures, on peut sortir de l'impasse? C'est nécessaire, la mission incombe à tout le monde, incombe à l'entreprise elle-même, qui doit chercher les canaux pour sauver la situation sur le plan national, sur le plan même international. Essayer de négocier avec les partenaires étrangers, les partenaires clients et aussi fournisseurs, parce qu'on sait que pour la majorité de ces activités, on est tenu d'importer d'autres produits nécessaires à la transformation de la Chine, par exemple, pour ce qui est des produits de textile. Et c'est vrai que à ce niveau-là, on compte trop sur l'apport commercial de ce genre d'activité. Donc, il faut essayer de soutenir l'entreprise, mais encore, l'entreprise doit sortir de la crise elle-même
en cherchant les moyens pour le faire. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan de la gestion, même macroéconomique, de cette activité, puisqu'on a mis en place au Maroc une série d'accords de libre-échange. Hein, donc, la question qui se pose, dans quelle mesure ces accords de libre-échange vont aider l'entreprise tournée vers l'export dans cette période de crise? Alors, beaucoup de questions. Dans quelle mesure aussi les pays étrangers vont soutenir le Maroc en tant que pays en transition qui a besoin d'un grand soutien pendant cette période? Donc, beaucoup de questions certainement, mais on verse vers la communication de M. El Harshawi, peut-être qu'il va compléter la première, parce que deux interventions qui portent presque le même intitulé, mais sachant que M. El Harshawi encore s'interroge autrement, quel impact? Donc, ça sera une appréciation critique, et ça, c'est l'apport de son intervention, et ici, on se complète sûrement. Donc, M. El Harshawi, à vous la parole. M. El Harshawi Salhi, c'est un professeur aussi d'économie et de gestion à l'École supérieure de technologie de l'CNES, et il a aussi des articles en matière du nouveau régime économique. Donc, on lui cède la parole et soyez le bienvenu. À vous, M. El Harshawi. Merci, Madame Regragui. Merci à tous les participants et les organisateurs de cette conférence internationale qui s'intéresse à la pandémie du coronavirus. Mon intervention porte sur la pandémie du coronavirus, quel impact, quelles mesures et quelles leçons à retenir. Commençons d'abord par une introduction. La pandémie de coronavirus a provoqué un arrêt brutal de l'activité économique dans un nombre croissant de pays. Ce coup de frein a eu des répercussions internationales avec la baisse des commerces extérieurs et la hausse de l'aversion au risque des investisseurs. L'impact de la pandémie sur l'économie mondiale pourrait être situé entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars, soit 2,3 à 4,8% des PIB mondial, selon la Banque asiatique de développement. Quant au Fonds monétaire international, il qualifie cette crise comme étant la pire depuis la Grande Dépression de 1920. Les bourses mondiales se sont effondrées dès le mois de mars. Le prix du pétrole est tombé dans le négatif pour la première fois de l'histoire. Et le chômage grimpe en flèche partout. Les grandes économies ont réagi en prenant des mesures énergiques de politique monétaire et budgétaire, mais l'action des pouvoirs publics devra évoluer. Les mesures d'aide face à la pandémie doivent se aux mesures de relance de la croissance avec des finances publiques encore mises à l'épreuve. Le Maroc, en tant qu'économie axée sur la consommation, le commerce et le tourisme pourraient connaître des pertes importantes en 2020. Jusqu'à présent, les principaux secteurs touchés sont le tourisme, l'automobile et le textile. L'activité économique des royaumes sera incontestablement impactée par la baisse de l'économie européenne, sachant que l'Union européenne représente plus de 58% des exportations marocaines, 59% des stocks des investissements directs étrangers, 70% des recettes touristiques et 69% des transferts des Marocains résidant à l'étranger. Ce travail cherche à analyser l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie marocaine, les mesures prises pour gérer la situation et surtout les leçons à retenir. Commençons d'abord par l'impact de la pandémie sur l'économie marocaine. C'est bien. C'est bien. C'est bon, c'est le Harshawi. Mzian. Voilà. Les conséquences de la pandémie sur l'économie marocaine sont très difficiles à évaluer car nul ne sait à quelle date elle prendra fin. Mais le Haut Commissariat au Plan a dévoilé une analyse sur l'impact immédiat de la crise. La croissance économique nationale sera amputée de 8,9 points au deuxième trimestre 2020 par rapport à son évolution d'avant-crise Covid-19. Près de 142 000 entreprises, soit 57% des tissus économiques, ont arrêté définitivement ou temporairement leur activité. Les TPE sont les plus touchés
et représente 72% des entreprises en difficulté, tandis que 26% sont des PME et seulement 2% des grandes entreprises. La croissance de la demande étrangère adressée au Maroc a été révisée à la baisse pour atteindre une baisse de 12,5% au deuxième trimestre 2020, suite au fléchissement attendu des importations des principaux partenaires commerciaux du Maroc. L'aggravation des déficits s'explique principalement par l'augmentation des dépenses sociales et économiques liées à Covid-19 et à la baisse des recettes fiscales, en particulier de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, la dette de l'administration centrale peut être éliminée à 73% du PIB en 2020. L'investissement, quant à lui, poursuivrait son baisse de 26,5% par rapport au deuxième trimestre 2019. Donc, un net ralentissement des exportations, des recettes touristiques et des envois de fonds est privé, car la pandémie perturbe le commerce et les chaînes de valeur mondiales. Certains secteurs ont montré des signes précoces de vulnérabilité, tels que le tourisme, les transports et les logistiques, dont les chaînes d'approvisionnement, mais aussi est plus difficile à évaluer le secteur informel transversal. Le secteur le plus touché est celui de l'hébergement et de la restauration, dont 89% des entreprises qui sont à l'arrêt. La pêche, les mines et l'agro-industrie sont les secteurs les moins touchés par la crise sanitaire, comptant respectivement 24%, 32% et 34% d'entreprises à l'arrêt. La crise a un impact positif au niveau de la vente de certaines solutions industrielles. En effet, le passage en télétravail d'entreprises entières dans le cadre des plans de continuité d'activité de coronavirus a entraîné une augmentation des recours aux solutions de travail collaboratif, de télétravail et de visioconférence et aux plateformes. Les dernières prévisions du Fonds monétaire international, tenant compte de l'impact du coronavirus sur l'économie nationale, légitimement emblément de s'intéresser au niveau du taux de chômage pour l'année en cours. L'institution de Bretton Woods prévoit une baisse de 3,7% du PIB et un taux de chômage de 12,5% en 2020. Selon le HCP, le taux de chômage se situe à 9,2% au niveau national. Au-delà de ces chiffres, d'autres indicateurs allant dans le sens de la détérioration du marché du travail. Dans ce contexte, en proie de la progression du Covid-19, plus de 840 000 salariés déclarés au chômage partiel, ainsi que d'autres faisceaux d'indices, incitent à se poser la question de savoir si le Maroc ne risque pas de connaître un chômage de masse en 2020 à cause de cette crise dévastatrice. Finalement, 810 000 employés du secteur privé déclarés à la CNSS ont été inscrits par leur employeur pour bénéficier de l'indemnité que servira le Fonds spécial pour la gestion des effets du coronavirus au titre du mois de mars, soit le tiers du nombre total des salariés déclarés du secteur privé à la fin de février. Ces travailleurs qui ont perdu temporairement leur emploi viennent s'ajouter à 1,1 million de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019, selon les derniers chiffres des HCP. L'augmentation est donc phénoménale. Plus de 70%, c'est l'équivalent de 1,9 million de personnes. Donc le taux de chômage passerait avec cette nouvelle population à près de 16%, contre 9,2% à la fin de 2019. Donc, à travers les conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale et l'économie marocaine, on constate que les canaux de transmission de la pandémie passent par la croissance, passent par la consommation et l'investissement, et au niveau des commerces. Le Maroc a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette pandémie. Nous avons plusieurs moyens. Nous avons des mesures financières. Le roi Mohamed VI a ordonné le 15 mars la création d'un fonds spécial pour la gestion de la pandémie. Le fonds, doté d'une enveloppe initiale de 10 milliards de dirhams à partir du budget général, est alimenté par la suite par des dons privés et d'entreprises qui visent à temporer les conséquences économiques et sociales résultant de
mesures préventives, en finançant les propositions des comités de veille économique et réhabiliter et mobiliser le système de santé pour faire face à la propagation de la pandémie. Aujourd'hui, le fonds comptait plus de 32 milliards de dirhams de contributions apportées. Les mesures économiques, sur le plan de la politique monétaire, la Banque centrale marocaine a décidé le 15 mars de réduire son taux directeur de 25 points de base à 2% afin de soutenir l'activité économique. De même, un comité de veille économique a également été créé qui a pris plusieurs décisions en matière économique, sociale et fiscale. Sur le plan économique, le paiement des charges sociales a été suspendu pour les entreprises diplômées mars à juin 2020. Les entreprises peuvent également bénéficier d'un moratoire pour le remboursement des échéances, des crédits bancaires et de leasing jusqu'à 30 juin 2020 sans paiement des frais ni de pénalités. Les TPE, PME et activités professionnelles en difficulté peuvent demander le report des crédits bancaires jusqu'à fin juin 2020, ainsi qu'une ligne supplémentaire de crédit de fonctionnement octroyée par les banques et garantie par la Caisse centrale de garantie a été aussi activée. Ensuite, nous avons des mesures sociales. Les salariés relevant des employeurs en difficulté, en arrêt d'activité affiliés à la CNSS, bénéficieront d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams net, en plus des bénéfices des prestations relatives à l'assurance maladie obligatoire et aux allocations familiales pendant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020. Donc, sans tarder, sur les mesures, puisqu'elles ont déjà exposées par Mme Zi, nous avons également des mesures fiscales, ensuite des mesures commerciales et douanières, des mesures comptables, mais ce qui est important, quelles sont les leçons à retenir de cette pandémie. Covid-19 a mis en lumière les limites de l'ultralibéralisme et de l'individualisme. Les règles des marchés ne peuvent plus seules diriger le monde. La mise en valeur de l'interdépendance entre les pays et les marchés qui marquera donc la fin de la logique de l'égoïsme et des nationalismes se décline vers plus de coordination régionale et internationale organisée à tous les niveaux. La vulnérabilité que Covid-19 a révélée nous interpelle, nous, Marocains, Maghrébins, Sud-Méditerranéens et Africains, qu'il doit nous conduire à prendre conscience de la valeur des voisinages comme un bien commun, à ouvrir nos frontières, créer les bases de réconciliation et de rapprochement pour renforcer notre position de négociation dans la gestion de la mondialisation post-2020. Il doit nous conduire à promouvoir les partenariats nécessaires pour réduire notre dépendance vis-à-vis des restes du monde, dépendance que nous devons à nous seuls défaillance. Le Maroc entier s'est rendu compte de l'importance des facteurs humains dans toute initiative au programme de l'État. On apprend que l'homme citoyen instruit peut être un facteur déterminant dans la réussite des plans de développement de son pays. Les ressources sont d'abord et avant tout humaines. En revanche, nous avons pu vérifier lors des manifestations contre le corona que le coût de l'ignorance et de l'inconscience est plus élevé que l'on croit. Jadis, on estimait que les effets dévastateurs de l'ignorance et l'analphabétisme pouvaient aller jusqu'à la criminalité par le chômage et la pauvreté. Maintenant, nous voyons qu'ils peuvent mettre en péril une nation. Par conséquent, nous en arrivons à la vérité à laquelle les pays développés sont parvenus depuis plus d'un siècle. L'enseignement, la santé et la culture sont les véritables et uniques leviers de développement. Ce ne sont pas des secteurs sociaux improductifs. Ils sont tout simplement derrière le capital, et surtout le capital humain, avec lequel on va créer ou compromettre l'avenir. L'épidémie nous a confirmé que tous les secteurs sont interdépendants. Santé, sécurité, économie, éducation, médias interagissent pour confirmer que l'environnement est complexe. La transférabilité devient la règle et seul l'homme peut constituer le point de relais entre les champs d'action.
Nous en concluons que désormais, les actions de l'État doivent être multidisciplinaires plutôt que de consister en l'établissement de plans sectoriels avant de chercher des convergences. L'exemple de l'échec relatif au programme Hamid est éloquent. L'efficacité avec laquelle on est en train d'être combattu ce virus au Maroc est en grande partie due à l'approche intégrée et multidisciplinaire d'un problème à caractère sanitaire. Néanmoins, les efforts auraient peut-être plus soutenus par une infrastructure de recherche et développement quasi inexistante au Maroc. La recherche scientifique, pas seulement médicale, est une composante transversale qui s'attache à l'ensemble des activités économiques et sociales dont les pays émergents ont développé. En conclusion, le Maroc devrait trouver le bon équilibre entre son action pour éviter les effets sociaux et économiques de la pandémie, tout en veillant à ce que l'économie soit prête à se remettre rapidement après la fin de la pandémie. Les leçons qu'on peut tirer de cette grave crise sanitaire sont multiples. Tout d'abord, la priorité est accordée à la santé. Par la formation, l'équipement des hôpitaux et la recherche scientifique. Cette crise a montré que la mondialisation est réelle et que tout événement important dans un pays a des répercussions sur les autres. D'où la nécessité de préserver le multilatéralisme et la solidarité internationale. Au lieu que chaque pays prenne des mesures nationales, il vaudrait mieux plus de concertation sur le plan régional et international. Enfin, cette crise démontre l'importance de la recherche-développement, non seulement dans les sciences médicales, mais dans l'ensemble, et l'obligation de travailler ensemble pour trouver des solutions. Et merci pour votre attention. D'accord, Monsieur El-Harshawi. À vous la parole, Madame Regredi. Oui, je vous écoute. Monsieur El-Harshawi, une bonne intervention, c'est vrai, qui a touché certainement le volet activité, le volet entreprise, mais encore, c'est une intervention qui s'étend au-delà pour donner le nécessaire au sujet des dispositions qu'il faut prendre à l'échelle macroéconomique. L'affaire de la crise, c'était une occasion pour nous pour réfléchir, pour revoir notre politique, notre programme, nos différentes mesures appliquées au sujet de la gestion des mécanismes de développement. Alors, c'est l'occasion, bien sûr, de dire que avec la crise, il est nécessaire encore de réfléchir sur le fonctionnement des entreprises, sur la commercialisation, sur la production, et aussi c'est nécessaire de revoir les accords de libre-échange qu'on a signés avec pas mal de partenaires. La question aussi qui s'impose, la nécessité d'aider les pays sous-développés par un grand soutien de la part des pays étrangers. C'est ce que je vois aussi dans le cadre de votre intervention. Et il ne faut pas oublier que, encore derrière la leçon tirée dans le cadre de cette intervention, l'affaire de gestion, l'affaire de développement, ce n'est pas uniquement lié à un seul secteur sans les autres secteurs. Il y a une très forte interaction entre les différents secteurs d'activité, les avancés, les moins avancés. Encore, ce n'est pas une question uniquement de gestion structurelle ou encore sectorielle, mais on doit associer les différents efforts à l'échelle micro, à l'échelle macro pour soutenir l'économie, soutenir le développement. Alors, beaucoup de choses là-dedans, et c'est vrai que ces différentes mesures qu'on a adoptées au cours de cette période de crise ne seront jamais suffisantes si on ne les fortifie pas par d'autres mesures avec peut-être une prévision à moyen et à long terme. Les secteurs qui ont été un petit peu négligés vu le désencadrement ou disons le désengagement de l'État, tels que la santé, tels que l'enseignement, ce sont des secteurs qui émergent sur la scène. Avec cette crise, on doit réfléchir encore profondément à la question. Et cela certainement mérite toujours l'engagement de l'État. Parfois, la privatisation ne donne pas les effets escomptés. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et les différentes interventions, ce sont des interventions qui s'articulent, qui se complètent depuis le premier axe jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai, on a parlé des effets sur l'industrie avec notre cher collègue M. Mrenouche. La question de l'industrie, aujourd'hui, il y a le retour donc des
ou disons l'émergence des industries donc d'innovation et d'invention, donc les secteurs de pointe. On a aussi parlé hier de la nécessité de la culture, de la communication dans les rouages de gestion. Et aujourd'hui encore, on confirme par l'intervention de M. El Harshawi et de Mme Maa. Certainement, Mme Benazi a donné aussi des idées sur les différentes mesures qu'on a adoptées et on peut certainement compléter par mon intervention. C'est l'intervention qui donc présente le grand questionnement au sujet de la position du Maroc aujourd'hui. Peut-on parler d'un modèle à travers la crise, on s'est dit, on a adopté des différentes mesures à l'échelle d'une économie qui se voit sous-développée, en transition, en voie de développement, mais il y avait beaucoup d'exploits sur différents plans. Donc aujourd'hui, on se demande, est-ce que vraiment on a réussi à gérer la crise? Donc c'est ça la question. Donc je peux peut-être prendre la parole s'il n'y a pas de remarques à faire. Monsieur Nrenouch, c'est bon? Vous avez des questions, Madame Maa? Monsieur El Harshawi? Bonjour, mesdames, monsieur Mahros. Madame Maa, c'est très bien. Est-ce que vous demandez la parole pour Oui. 1 minute? Oui, d'accord, Monsieur Brenouche. À vous la parole. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, en suivant vos différentes communications et interventions, personnellement, je suis très satisfait de vos différentes communications, d'ailleurs, qui se complètent. Et je crois qu'il est éventuellement peut-être temps de réfléchir sur une suite de cette communication pour préparer un colloque à distance sur une éventuelle participation au modèle économique marocain à sa croissance, à son développement futur, en intégrant à la fois ce qui est social, économique, humain, et d'ailleurs, il y a tout un champ derrière nous qui se prépare à la plus haute échelle, sous l'égide de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour penser à un réel modèle de développement marocain et également aux autres pays du Sud-Sud pour capitaliser les différentes expériences et surtout ce que nous avons vécu durant cette crise qui a touché presque, ce qui nous rappelle le cas de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, si nous avons perdu un tiers de l'économie à l'échelle d'une année, mais heureusement, nous n'avons pas perdu un tiers de la population. Comme M. El Harshawi, nous avons préservé notre capital humain, qui est le moteur principal de toute pensée, oui, de toute réflexion, et également d'être actif au niveau d'un réel processus. Nous aurions l'occasion d'y revenir pour organiser un véritable colloque international sur les stratégies du développement à mettre en place dans le cas du Maroc. Et merci de m'avoir donné la parole. Merci à vous, Simrelouch. À vous la parole, madame. Toujours vous nous honorez. Et c'est un plaisir de vous entendre et d'avoir des idées sur l'analyse de l'activité économique et de la stratégie économique qu'il faut adopter. Donc, je donnerai aussi la parole avant mon intervention, parce qu'il me reste aussi mon intervention. Donc, j'aimerais mettre le point sur un certain ensemble de choses pour ne pas oublier ça. Peut-être on laisse les questions après ou là, je ne sais pas.
Et certainement, je confirme ce qui a été dit par notre cher collègue. C'est vrai, lorsqu'il y a un grand questionnement au sujet de la stratégie de développement, ça laisse disons, ça pose beaucoup encore de questionnements à côté. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les problématiques liées à la gestion de la crise ou bien à la décision à la stratégie de développement. Il faut donc s'y attendre. Peut-être on organisera d'autres conférences nationales ou internationales, l'essentiel, pour combler tous les vides. Et sachant que, alhamdoulilah, de toute façon, on a pu atteindre l'objectif. L'objectif, c'est ça. L'objectif, toujours, c'est de croiser les idées. Et on a pu le faire à travers l'intervention de beaucoup de spécialistes. Donc, avec nous-mêmes, il y avait les spécialistes de la communication, les canadom, des analyses, des réflexions dans ce sens-là. Monsieur Damoum, malgré son absence, l'audio dialogue, et les autres, bien sûr, compagnons de route. Donc, peut-être, Madame Maa, avant que je passe à mon intervention, je vous cède la parole. Oui? D'accord, d'accord. Oui? D'accord, d'accord. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je voulais juste confirmer ou rajouter une petite idée par rapport aux principales mesures d'urgence et exceptionnelles qui doivent être adoptées dans cette situation de crise. C'est par exemple relocaliser un petit peu notre production et se concentrer sur la production locale. Et puis mettre en place peut-être un plan d'urgence à court terme pour les entreprises, surtout les PME, je dis bien les PME qui ont certaines difficultés de trésorerie, pour les aider à relancer leurs activités et donc à garder le maximum et le plus possible des ressources humaines. D'accord. C'est bon, hein? Donc, une idée qu'on doit prendre aussi en considération, sachant que la dernière mesure qui a été entreprise au cours de la période de crise, c'était à travers la réduction des taux d'intérêt, bien sûr, était la mise en place de cette ligne de crédit pour financer les problèmes dans le fonctionnement. Donc ça, c'est une mesure parmi d'autres. Aussi, les entreprises qui n'ont pas déjà bénéficié peuvent avoir un financement dans le cadre de ce qu'on appelle le découvert exceptionnel. Donc, il y a une série de mesures adoptées aujourd'hui. On sait que le soutien des banques, le soutien des entreprises a été depuis les années 1990. On se rappelle avec l'émergence de la crise du chômage auprès des diplômés, il était nécessaire en 1994 de penser à la mise en place d'un fonds d'insertion des jeunes diplômés, donc pour assurer le financement de leurs projets d'investissement. Et à côté, toujours dans le sens de promouvoir à la fois l'investissement et de promouvoir l'emploi, on était tenu de servir l'entreprise. Alors les programmes, bien sûr, Muqawalati, T'hil, Idmaj, le programme Intelaqa qui a donc vu son départ en 2020, donc ce sont vraiment largement des programmes de soutien à l'entreprise. Mais peut-être il faut faciliter donc les mécanismes d'obtention des crédits au sujet des garanties qu'on demande, au sujet du soutien de la banque. Aujourd'hui, on n'a pas besoin uniquement d'un soutien financier ou d'un financement, mais on a besoin d'un accompagnement surtout pour les entreprises. Faute de maîtrise de la gestion. Donc, la majorité des entreprises, ce sont des entreprises qui détiennent ce grand cartable d'argent, mais au niveau de la gestion, ça fait défaut. Donc, on a besoin d'un soutien de la banque et dans le cadre de la loi 1993, on a insisté sur le rôle de la banque en la matière. On parle des activités connexes. Une des activités connexes de l'établissement de crédit, c'est l'accompagnement, c'est l'ingénierie financière. Quand on parle de l'ingénierie financière, c'est le rôle joué par la banque en matière de soutien, en matière d'orientation, de conseil de l'entreprise. Alors, on sait que le financement n'est pas uniquement suffisant. On a besoin de guider l'entreprise pour assurer certainement sa création, mais aussi son extension dans son domaine. Donc voilà, il y a donc beaucoup de choses à dire et donc je termine par mon intervention. Ce sera donc une intervention synthétique de ce qui a été dit, mais en même temps, je vais focaliser le côté gestion de la crise et dans le sens d'appréciation critique.
Donc, l'intitulé, c'est la gestion de la crise, de mon intervention, la gestion de la crise de coronavirus au Maroc. Peut-on parler d'un modèle? Dans quelle mesure on a réussi la gestion? Quelles sont les insuffisances en matière de la gestion de la crise? Quel sera le Maroc de demain? Le Maroc post-crise? Hein? Certainement, la question encore, est-ce qu'on peut atteindre une certaine situation de stabilité, une situation qui sera considérée d'équilibre, mais qui est différente de la situation initiale? Alors voilà, donc des questions dans ce sens. Il est nécessaire de synthétiser les différents effets dans un premier temps. Deuxième élément, on va juste donner une idée sur les différentes mesures adoptées et je donnerai une réflexion au sujet de la portée et des limites de la politique de gestion de la crise au Maroc afin de prévoir peut-être une autre gestion dans le futur dans le cadre de la gestion préventive du risque. Alors, sûrement, quand on parle de la crise pandémique, une crise qui n'est pas ordinaire, les retombées sont à la fois positives et négatives. Mais généralement, ce sont des retombées négatives, à savoir la réduction du taux de la croissance économique. Et selon les prévisions de Banque al-Maghrib, le taux va chuter de 3,8% à 2,3%. C'était aussi confirmé par les prévisions données par le Centre marocain de la conjoncture économique. D'un autre côté, il y a des effets négatifs sur le volume des exportations. Le volume des exportations qui a diminué à la suite de l'augmentation du prix du transport international routier. Le côté, bien sûr, de la demande nationale, il y a un effet négatif, chute de cette demande, chute du revenu à la fois des ménages, de l'État et des entreprises, des perturbations avec la fermeture des frontières au sujet de l'approvisionnement des secteurs d'activité les plus orientés vers l'export, à savoir le secteur de textile, le secteur de l'agroalimentaire, et aussi il y a des effets négatifs sur le plan monétaire. Quand on parle de la bourse de Casablanca, on sait qu'au cours de cette période de crise, notamment le début de la crise, il y avait des pertes à ce niveau-là avec la chute des cours, des valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse. Donc beaucoup d'effets qui sont généralement négatifs et il s'ensuit bien sûr que le budget de l'État a connu une diminution à la suite de l'augmentation des dépenses et la diminution des recettes, notamment les recettes fiscales, et suite à la récession économique mondiale, mais encore ça a été accentué par la mauvaise situation pluviométrique qu'a connue le Maroc dès le début de l'année 2020. Les effets positifs, il y avait quelques effets positifs parce que la gravité de la crise n'a pas été ressentie de la même façon sur le plan sectoriel. Il y a des secteurs qui ont été plus lésés que d'autres. C'est le cas des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du transport, de l'immobilier, donc aussi, je dirais, de l'offshoring. Mais il y a des secteurs qui en ont tiré profit. Lorsque je parle de l'agroalimentaire, de la distribution, aussi les activités pharmaceutiques et la télécommunication et le e-commerce. Les effets aussi positifs, pour la première fois, le prix des produits pétroliers a diminué. Donc, on sait que pour la première fois, le prix d'un baril de pétrole a tablé sur un prix de $30. Donc, ça, c'est une nouveauté sur le plan historique. Mais on a donc à l'échelle du Maroc essayé de gérer la crise dès l'apparition du premier cas de contamination. Donc, on était rapide au niveau de la gestion. Premières décisions qui ont été prises, c'est la fermeture des frontières. Deuxième décision, c'est la fermeture aussi des établissements d'enseignement, à la fois publics et privés. On a opté aussi pour la fermeture des établissements, donc des usines de production et aussi de certains établissements dont l'activité ne se voit pas indispensable à la vie quotidienne. C'est le cas des restaurants, des cafés, des salles de sport et des mosquées aussi. L'imposition du port de masques de protection, l'imposition du confinement, l'imposition de la distanciation sociale, donc une série de mesures peut-être qui se rencontrent avec les mesures adoptées à l'échelle internationale.
Mais sur le plan économique et social, on a procédé à la mise en place, à la création de ce fonds spécial pour la gestion de la crise et aussi du comité de veille économique qui ont pris un certain ensemble de dispositions au profit du social, au profit de l'entreprise. Donc, on a mis en place des indemnités, l'indemnité forfaitaire de 2000 dirhams au profit des salariés qui sont en arrêt d'activité, mais ce sont des salariés affiliés à la CNSS et avec une possibilité de report de l'échéance de leur crédit, donc de 4 mois jusqu'à la fin de juin. Aussi, il y a sur le plan monétaire cette diminution du taux d'intérêt directeur de Banque al-Maghrib de 25 points au profit de la TPE, au profit de la PME. On a dû encore mettre en place les lignes de crédit, que ce soit supplémentaires, que ce soit le découvert exceptionnel. Et sur le plan fiscal aussi, on a procédé à l'augmentation donc au report de l'échéance donc de déclaration déclaration fiscale et sans oublier que sur le plan aussi du commerce extérieur, on a procédé à l'imposition restrictive des licences et d'autres restrictions réglementaires au sujet de l'exportation des dispositifs médicaux surtout et des masques de protection. Voilà, donc il y a des effets, il y a des mesures. Qu'en est-il de la portée et des limites de cette gestion? Alors, à travers une petite réflexion d'une économiste, à travers ce qu'on a pris sur le plan théorique, sur le plan des modèles économiques, il s'avère que le Maroc a appliqué 2 programmes, à savoir le programme de gestion de la crise qui est structurel et un autre programme sectoriel. Le programme structurel, c'est un programme qui s'est servi encore de 3 politiques. La politique budgétaire, la politique monétaire et la politique du commerce extérieur. Alors, si je prends le volet de la politique budgétaire, pour la première fois au cours de cette crise, la politique budgétaire s'est vue expansive. Parce qu'on sait qu'autrefois, avant la crise, toujours notre politique budgétaire, malgré les différentes réformes des finances publiques, était restrictive, même c'était une politique d'austérité. Donc le but derrière, c'était de réduire toujours les dépenses publiques et d'augmenter les recettes, et notamment les recettes fiscales. Depuis les années 80, à la suite de l'application du programme d'ajustement structurel, lorsqu'on a appliqué les recommandations du FMI, il était nécessaire de réduire les dépenses comme recommandation parce que le Maroc, à côté des pays sous-développés, c'est un pays qui souffre d'excès de ses dépenses. Donc, on a agi à l'encontre de l'intérêt du social, de l'agent économique, à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Lorsqu'on prend des mesures telles que le gel de salaire, le gel d'emploi, la suppression même des bourses des étudiants ou la diminution des bourses, la réduction des dépenses d'investissement, ce sont des mesures qui ne peuvent que sanctionner l'entreprise et aussi l'agent économique. Alors d'un autre côté, même au profit, quand on parle de l'agriculture, qui est toujours un secteur favorisé sur le plan réglementaire au Maroc, même au cours de cette période des années 80, l'agriculteur a été sanctionné par la réduction des subventions accordées au secteur. Donc, d'où l'augmentation du prix d'un certain ensemble de denrées alimentaires. On a réduit, par exemple, les subventions accordées aux engrais des agriculteurs. Une série de mesures dans ce sens, et sur le plan des recettes fiscales, on a dû mettre en place de nouveaux impôts. Le cas de l'IS, le cas de l'IGR à l'époque, le cas de la TVA, mais encore on a procédé à l'augmentation des taux des impôts qui sont déjà existants. Alors, différentes mesures qui montrent que la politique budgétaire au cours des années 80 était restrictive. Mais toujours, on a gardé ce caractère même aux années 90 et jusqu'à maintenant, malgré les différentes réformes sur le plan fiscal, par exemple la réforme fiscale de 2018 qui a insisté sur l'augmentation des dépenses d'investissement et sur le soutien social. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un très grand changement. Aujourd'hui, avec la crise, on a une autre orientation de l'État. Et dans le cadre de la politique budgétaire, c'est vrai,
on s'intéresse au social. Sur le plan théorique, encore faut-il dire que cette politique s'inspire du modèle keynésien. Le modèle keynésien qui demande l'engagement de l'État, qui demande le retour de l'État sur la scène économique et sur la scène sociale, à travers une action sur la demande effective, à savoir la consommation, l'investissement. Lorsque je parle de l'analyse microéconomique, et la consommation et l'investissement est G, donc c'est-à-dire la dépense publique quand je parle de l'analyse macroéconomique. Donc, vraiment, il y a un changement, il y a une autre orientation dans la politique budgétaire et sûrement afin de lutter contre l'inflation, il était nécessaire pour soutenir un petit peu même l'emploi, il était nécessaire de stabiliser le prix. Donc, c'est ça la politique ou la mesure d'accompagnement qu'on a adoptée à cet égard. Et donc, c'est une mesure qui a garanti vraiment la stabilité des prix. Donc, au cours de la période de confinement, on n'a pas senti de changement ou disons d'augmentation de prix. Donc, c'était stable à ce sujet-là, vu le soutien de l'État sur le plan des prix. La politique monétaire, c'est vrai, à côté, conjointement à la politique budgétaire, a agi aussi positivement dans la période de la crise. Et cette politique qui a gardé presque le même aspect. C'est une politique expansive. Depuis les années 90, on se rappelle, au cours des années 80, c'était nécessaire encore de lutter contre les dérapages monétaires. Dans le cadre du plan d'ajustement, il était nécessaire d'adopter une série de mesures quantitatives de contrôle allant de l'augmentation des taux d'intérêt débiteurs, allant de l'application du taux de réescompte, de la politique sélective de crédit au profit des entreprises orientées vers l'export et même au travers la dévaluation et l'encadrement de crédit. Alors, après, au cours des années 1990, il s'est avéré que les autorités économiques ont compris qu'on ne peut pas réguler l'économie et atteindre le développement s'il n'y a pas un soutien, une promotion de l'investissement, une promotion de l'emploi. Donc, en 1991, il était nécessaire de libéraliser les taux, à la fois débiteurs et créditeurs, et les taux d'intérêt débiteurs ont connu une orientation vers la diminution, et donc c'était bénéfique pour l'entreprise qui a été sanctionnée autrefois. Donc, depuis, il y a une série de programmes pour soutenir l'investissement, pour soutenir la PME. Et encore cette fois-ci, au cours de la période de crise, les autorités publiques se sont montrées présents à travers le gros soutien de l'entreprise qui sont en difficulté. Donc, on vient de citer les différentes mesures adoptées dans ce sens-là. Encore faut-il mettre l'accent sur cette nécessité de monétarisation de la dette aujourd'hui, la dette publique qui doit être convertie en titres, en valeurs mobilières qui peuvent faire l'objet de négociations dans le marché secondaire. Donc, la politique monétaire doit servir aussi la politique budgétaire dans ce sens-là. Et c'est vrai, pour ne pas oublier encore la politique du commerce extérieur, une politique, à titre de comparaison, qui a gardé la même orientation. C'est une politique qui respecte le principe de l'ouverture économique, le principe de la libéralisation. Donc, depuis les années 80, on a mis en place des dispositifs de libéralisation à travers l'assouplissement de la réglementation de change et la réglementation douanière et fiscale en même temps. Alors, toujours, encore faut-il mettre l'accent sur le volet sectoriel. Donc, pour le volet sectoriel, c'est vrai, au cours de la période d'ajustement, l'agriculture un petit peu a été sanctionnée. Donc, il y a une réduction des subventions accordées au secteur agricole et on a augmenté le prix de pas mal denrées, disons de denrées alimentaires, les produits de luxe, notamment les produits pétroliers, la farine de luxe, le beurre, le lait. À leur égard, les subventions ont été largement supprimées. À l'égard d'un ensemble de produits qui sont de première nécessité, c'était le cas du sucre et de la farine. Les subventions ont été réduites, mais aujourd'hui, il y a vraiment un changement avec la crise. Il faut dire que la stratégie adoptée par le Maroc à ce niveau-là, c'était une stratégie de soutien pour toutes les entreprises, quelle que soit leur nature. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, on a insisté sur la privatisation du secteur de l'enseignement, et sur le renforcement de la professionnalisation de ce secteur.
Donc, on a tenu à ce que la formation soit professionnelle. Sur le plan donc toujours commercial, on a gardé le même rythme donc et la même tendance, celle de la libéralisation, en signant des accords de libre-échange avec même 56 pays, les pays de la Ligue arabe, les pays européens, les pays aussi maghrébins, etc. Alors, les stratégies d'industrie jusqu'à aujourd'hui, ce sont des stratégies donc de développement industriel qui vont du plan Maroc vert, le plan Azur, le plan émergence à côté du plan national de développement et d'émergence industrielle en finançant un certain ensemble de secteurs, disons, privilégiés. C'est le cas de l'agriculture, c'est le cas du tourisme, du secteur de phosphate, de la pêche, etc. Aussi au profit de l'export, on a mis un ensemble de dispositifs encourageants tels que la télécommunication, disons la connexion internationale, le cas de la privatisation, le cas des facilités foncières, des avantages fiscaux et d'autres. Et on cite par exemple le plan Maroc Export Plus. C'est un plan qui consolide donc l'export. Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie industrielle, peut-être il faut réfléchir, il faut revoir les mécanismes de la commercialisation et même de la production. Il faut impliquer le producteur à se décider lui-même les rouages de sa production et de sa commercialisation. Alors, c'est vrai, avec la crise, on a compris et on doit réfléchir, on a tiré beaucoup de leçons. Et donc, c'est l'occasion de mettre l'accent sur un ensemble donc d'outils qu'il faut adopter. Donc, par exemple, j'aimerais signaler que pour, par exemple, le secteur d'enseignement, malgré les différentes réformes à travers la création des établissements qui répondent à la finalité de la professionnalisation de l'enseignement, il y a des limites à ce sujet-là. C'est vrai, donc on a peut-être renforcé la question de la professionnalisation, mais le côté de la recherche scientifique qui fait défaut. Alors, il faut penser à la recherche scientifique du côté des établissements d'enseignement, mais il faut aussi penser à la recherche et développement du côté des entreprises. Et il faut articuler les efforts. Il faut qu'il y ait une interaction entre l'entreprise et l'enseignement, mettre en place des conventions de partenariat entre les deux pour répondre à disons, un double objectif. L'objectif de servir l'entreprise en trouvant une main-d'œuvre qualifiée et l'objectif aussi de répondre à l'objectif des apprentis en trouvant une formation, bien sûr, qui débouche sur un emploi. Donc, c'est ça l'objectif derrière l'enseignement, c'est atteindre cet objectif noble, celui de la promotion de l'emploi et répondre aussi aux besoins de l'entreprise en main-d'œuvre qualifiée. Et il ne faut pas aussi oublier qu'on doit focaliser un ensemble de secteurs émergents. Lorsqu'on parle de la technologie de pointe, il s'agit du digital, il s'agit du big data, il s'agit du e-learning, de l'intelligence artificielle, de la télécommunication et d'autres donc secteurs de technologie de pointe. Du côté de l'industrie, peut-être c'est le temps encore de revoir notre stratégie d'industrie. Largement, on était tourné vers l'export. Mais on a appliqué la stratégie de substitution aux importations au cours des années 60, qui a donné peut-être ses fruits, à travers la gestion de la crise et au cours de cette période, on a compris qu'il faut aussi donner un souffle à l'entreprise marocaine et afin de lutter contre la concurrence déloyale de la part des entreprises étrangères, venu le temps pour penser à la mise en place de cette stratégie de substitution aux importations. Il faut aider l'entreprise à sortir de la crise certainement, mais aussi à étendre le champ de son investissement localement et puis à l'échelle internationale. Troisième chose, c'est sur le plan de la politique sociale. On n'avait jamais de politique sociale claire. Le Maroc a négligé ce côté-là. Et depuis les années 80, le social a été pénalisé. Et pour cette raison-là, à travers cette crise, on a compris la grande leçon, c'est le social qui est avant tout, c'est le capital humain qui est avant tout. Donc il faut définir une politique sociale claire
Et on a donc besoin d'un engagement de la part de l'État, peut-être un engagement, je dirais, au début total, et notamment au profit des secteurs privilégiés, donc les secteurs, je dirais, stratégiques, qui sont les piliers du développement, à savoir l'enseignement, à savoir la santé, l'habitat salubre, l'infrastructure, notamment l'infrastructure rurale. Et donc, comme ça, on peut réussir ce combat vers le développement. Alors, je résume. Comme recommandation, je présente quelques recommandations à prendre en considération. La question de la politique budgétaire, il faut tirer gain des recettes fiscales excédentaires lorsqu'on parle de la grande pression fiscale au Maroc. Donc, les recettes fiscales excédentaires doivent soutenir le social, doivent assister le social en mettant en place, par exemple, une contribution à la solidarité sociale. On l'a fait au cours des années 70 quand on a imposé aux entreprises la participation à la solidarité nationale pour faire valoir la souveraineté du Maroc sur les terrains sahariens. Peut-être on a aussi besoin de soutenir le social dans ce sens-là en mettant en place ce genre d'impôts. Deuxième élément, à institutionnaliser une série d'impôts au niveau des secteurs improductifs, des secteurs spéculatifs. Par exemple, les terrains qui sont là, qui ne sont pas bâtis, qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas habités. Par exemple, les secteurs, je dirais, informels qui échappent au fisc, qui importent par exemple et qui échappent à la TVA. On a besoin d'une restructuration du secteur de l'informel. On a besoin d'un renforcement du contrôle. Quand on parle de la gouvernance dans le sens donc de contrôle, les voies fructifs, il faut certainement s'en servir aujourd'hui et afin de réguler ce qu'il faut réguler dans le cadre des recettes et de la politique fiscale. À notre niveau, il y a encore des produits qui échappent à la fiscalisation quand vous parlez des produits de l'héritage, quand vous parlez de la fortune, des revenus qui sont excessifs. Il faut encore penser à la fiscalisation de ces différents produits. Et il ne faut pas oublier de réfléchir encore sur le contenu des accords de libre-échange. Parfois, les accords de libre-échange n'assurent pas l'équité commerciale, n'assurent pas la symétrie au niveau des avantages fiscaux et ne freinent pas les distorsions réglementaires. Il y a des pays, malgré ces différents accords, qui s'autorisent à appliquer des pratiques discriminatoires à l'encontre de l'intérêt des pays pauvres. Les mesures non tarifaires qui sont aujourd'hui interdites par les accords de l'OMC et qui sont toujours appliquées. Donc voilà les différentes recommandations pour terminer. À titre de conclusion, je dirais, la crise n'a jamais été une bonne situation. Mais c'est une occasion pour réfléchir, pour tirer des leçons. La crise, c'est une situation de déséquilibre, d'instabilité. Ça, c'est sûr. Que ce soit peut-être économique, que ce soit social, que ce soit politique, etc. Et historiquement, on ne peut jamais réguler une situation de crise en fonction des forces du marché, en fonction des forces de la nature. Il est nécessaire d'assurer une cohésion, une solidarité entre les différentes composantes de la société. Il est nécessaire d'engager l'État. L'État doit s'engager, notamment dans cette période, et notamment pour un pays qui a besoin d'un soutien de l'État, notamment dans les secteurs stratégiques. Comme ça, on peut retrouver une situation qui est nouvelle, mais qui est sûrement différente de l'ancien, mais qui doit être meilleure. Donc, comme ça, je termine mon intervention. Peut-être j'ai trop pris de parole et je vous remercie. Donc, s'il y a des remarques à faire et encore des projets pour le futur, des recommandations, donc avec les collègues Likainin Maaya, j'aimerais donner le dernier mot pour qu'on puisse tourner autour et fermer la parenthèse. Alors, s'il y a des petites recommandations à présenter. Donc, je commence par Monsieur Marlouch. Un mot de fin. Un mot de fin. Un mot de fin. Merci, c'est très gentil de votre part. Bon, tout à l'heure, j'ai bien voulu partager avec vous l'idée de penser à organiser une seconde ou une prochaine rencontre
sur le modèle de développement à mettre en place. Les interventions finissent, la mienne, par l'idée de repenser la stratégie de développement à mettre en place. Et ce n'est pas par hasard que actuellement, tout un débat au niveau national sur la question de monsieur l'ambassadeur en France concernant la discussion du modèle marocain concernant la croissance, le développement, l'intégration et surtout de capitaliser l'expérience actuelle en ce qui concerne la lutte contre Covid-19. Et cette question est en relation avec le titre même de l'actuelle rencontre, à savoir les mesures, quelles leçons à tirer de la situation actuelle. Et à la lumière de ce qui s'est passé historiquement, soit la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, etc., et qui ont eu des impacts économiques sur le plan des relations internationales, sur le plan de développement expérimenté, comme vous l'avez soulevé, vous avez soulevé la question de la substitution aux importations. Or, aucune économie ne peut vivre en autarcie. Vous savez très bien, beaucoup plus que moi, en ce qui concerne les relations économiques, soit nationales, soit internationales, on est obligé de passer par un certain nombre de mesures. Si chaque pays va prendre, indépendamment des autres, seulement ses avantages, il serait très difficile de s'en sortir d'une manière favorable. Alors que la stratégie actuelle adoptée, c'est celle d'être, c'est-à-dire que tout le monde y participe. Et tout à l'heure, j'ai parlé avant d'avoir commencé cette rencontre, comment utiliser déjà ce qui est numérique. Nous avons plus environ 23 000 logiciels qui ne sont pas utilisables pour l'instant. Ils sont maintenus, mais on ne les exploite pas. Si on met déjà, si on arrive à exploiter déjà l'existant, de capitaliser l'existant, on pourrait avancer énormément, notamment dans le domaine numérique. Parce que le capitalisme d'aujourd'hui est beaucoup plus digital et comme il l'était auparavant. Donc il faut d'ailleurs, nous sommes là maintenant en train de discuter à distance, grâce au numérique, grâce aux applications qui sont digitales. Et il faut en profiter, il faut partager la connaissance. Et cette connaissance, elle est principalement humaine. Donc il y a la recherche et le développement, l'enseignement, le développement, mais aussi la santé. Parce que si on n'a pas préservé notre santé, on ne pourrait pas discuter. Parce qu'il faut d'abord exister pour pouvoir parler, discuter, partager les expériences. Et je pense que vous êtes déjà prêts, préparer une nouvelle plateforme de discussion à distance ou au niveau, c'est-à-dire à l'échelle de notre université ou à l'école, pour partager et apporter plutôt, inviter les personnes qui y interviennent de loin ou déjà au niveau national. Il y a énormément de ressources avec lesquelles on peut discuter, partager des idées. Peut-être immédiatement, c'est beaucoup plus profitable qu'à distance. Mais de toute façon, il faut exploiter les éléments dont on dispose, c'est-à-dire le capital dont nous disposons. Et en suivant vos différentes interventions, vraiment, je vais de partir en retraite parce que j'ai derrière moi tout un capital humain qui est, je crois, qu'il va faire beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et merci beaucoup.